Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant une actualité qui s'est produite bien tout simplement il y a quelques jours, et je me suis dit que cette actualité allait probablement être sujet à une vidéo à la fois dense et complète sur cette forme d'anticatholicisme et la place de l'État tout simplement dans le sacré finalement, cette affaire récente donc autour autour de l'église de Saint-Laurent à Paris. Ça n'est pas en réalité une simple polémique culturelle, c'est un révélateur d'institution, tout simplement institutionnel, révélateur institutionnel. Elle permet d'observer qu'en un seul événement, on a plusieurs dimensions essentielles finalement du rapport contemporain entre l'État français, la culture dite subventionnée, l'Église catholique et puis les fidèles. Tout a commencé avec la Nuit Blanche 2026, qui est dirigée par Barbara Butch, qui a été présentée par la ville de Paris comme une édition consacrée à l'amour, au partage, à la liberté de création, avec des installations dans différents lieux de Paris, y compris des lieux de culte. L'église Saint-Laurent, dans le 10e arrondissement, a été intégrée à cette programmation, ce qui a provoqué une forte contestation chez certains catholiques, d'autant plus que Barbara Butch restait associée également dans l'opinion catholique militante à la polémique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, autour de la représentation de la scène. Et donc la ville de Paris a ensuite dénoncé l'action de militants qui ont perturbé cette soirée. D'autres sources ont évoqué également des placements en garde à vue de différents catholiques qui étaient venus pour protester ou même prier devant l'église. Et donc ces éléments doivent être traités avec prudence, puisque pas mal de récits divergent selon différentes sources, mais bon, ils suffisent finalement à poser la question politique de fond, qui est qui décide finalement de l'usage symbolique d'un lieu sacré. Et cette question elle est centrale, puisque dans une lecture superficielle, on pourrait y voir un conflit unique entre liberté artistique et puis sensibilité religieuse, mais une analyse rigoureuse oblige évidemment à aller plus loin, puisqu'il ne s'agit pas seulement de savoir si cette performance est de bon goût, ou si le lieu était approprié, ou même si des fidèles ont eu raison de protester ou non. C'est-à-dire il faut utiliser ce sujet pour interroger la structure même de propriété, de financement et de contraintes finalement qui rend ce type de situation possible. Et c'est donc ici que ce prisme ANCAP permet de déplacer l'analyse, puisque l'anarcho-capitaliste ne regarde pas évidemment uniquement que le scandale moral, il regarde autour tout ce qui a trait à l'architecture institutionnelle. Qui possède les églises, qui finance la culture, qui décide des autorisations, qui définit ce qui relève de l'art ou de la provocation, et même finalement du trouble à l'ordre public ou de la liberté d'expression, qui détient le monopole de la police, de la justice, de la contrainte, de la légitimité politique par exemple. Et donc à partir de cette question et de ces questions, finalement cette affaire Saint-Laurent cesse d'être une simple anecdote, elle devient un cas d'école, puisqu'elle montre comment l'État moderne, qui prétend être neutre d'ailleurs, possède pourtant les lieux, finance certaines expressions culturelles, encadre les usages et puis protège certaines provocations, tout en réprimant certaines réactions, puis présente l'ensemble comme une simple application de la laïcité finalement, de l'ordre public ou encore de la liberté artistique. Et donc le thème de ce podcast est le suivant, qui est l'anticatholicisme contemporain en France. N'est pas seulement finalement une hostilité culturelle envers une religion, c'est le produit d'une longue dépossession politique et symbolique dans laquelle finalement l'État a progressivement remplacé l'Église comme autorité morale, propriétaire, éducateur, arbitre du sacré également, et surtout distributeur officiel de la légitimité publique. Et tout d'abord, pour comprendre l'hostilité persistante d'une partie des élites françaises envers le catholicisme, il faut d'abord comprendre ce que le catholicisme représente
politiquement. C'était pas qu'une croyance privée ni un simple héritage patrimonial. Il affirme l'existence d'un ordre supérieur à la loi humaine, c'est-à-dire qu'il affirme que le bien, le vrai, le juste, la dignité de la personne, la faute, le pardon, le salut, la finalité de l'homme et que sais-je ne dépendent pas ultimement d'un vote, d'un décret, d'une circulaire administrative ou d'une majorité parlementaire. Et c'est finalement ce point précisément qui le rend insupportable aux yeux de l'État moderne, puisque l'État moderne ne se contente pas d'administrer les routes, de lever l'impôt ou de, entre guillemets, gérer la sécurité, qu'il ne gère absolument pas d'ailleurs. Il prétend de plus en plus définir ce qu'est la morale et la morale dite publique. Il dit ce qu'il faut respecter, ce qu'il faut célébrer, ce qu'il faut condamner, ce qu'il faut enseigner, ce qu'il faut oublier, ce qu'il faut commémorer, et par qui. Il veut pas seulement l'obéissance extérieure du citoyen, il veut progressivement son adhésion intérieure. Et c'est là que se situe le conflit fondamental. C'est-à-dire que le catholicisme, lorsqu'il est fidèle à lui-même, rappelle qu'il existe une autorité morale qui ne procède pas de l'État. Il rappelle finalement que César n'est pas Dieu. Il rappelle que la loi positive n'épuise pas la justice. Il rappelle simplement que l'homme n'est pas entièrement disponible pour les ingénieries politiques, sociales ou bien culturelles. Et donc dans une perspective ANCAP, cette idée, elle est décisive, puisque toute institution qui limite symboliquement la prétention de l'État à ce qu'on peut appeler l'omnipotence, finalement, devient suspecte aux yeux du pouvoir politique. C'est-à-dire que la famille, la propriété privée, les communautés volontaires, les écoles indépendantes, les corps intermédiaires, et puis dans ce thème, les églises libres, par exemple, finalement, toutes ces structures représentent des formes d'ordre social qui ne dépendent pas directement de l'État. Donc elles prouvent finalement, donc comment dirais-je, ces choses finalement, propriété privée, communauté, église libre, machin, tout simplement prouvent que la société peut exister avant le pouvoir, sans le pouvoir et parfois même contre le pouvoir. Et c'est pourquoi l'État moderne cherche naturellement à subordonner finalement ces structures et il les détruit pas toujours frontalement. Il peut sous le carpet les réglementer, les subventionner, les surveiller, les intégrer même ou encore les rendre dépendantes et même les transformer en partenaires administratifs. Et finalement le résultat est souvent le même puisque ce qui était autonome devient progressivement administré. Et donc le catholicisme français a subi ce processus. Il a d'abord été combattu, confisqué, toléré, patrimonialisé, d'une certaine manière, encadré et transformé en décor culturel. Et donc la France contemporaine accepte volontiers les églises comme monuments, mais supporte moins facilement le catholicisme comme puissance spirituelle vivante. Justement, historiquement, cet anticatholicisme français ne peut pas être compris si on ne revient pas à la Révolution française. Alors, encore une fois, ça serait réducteur de faire de toute la Révolution française une simple opération anticatholique, mais de l'autre côté, il serait aussi faux d'ignorer sa dimension de déchristianisation finalement, ou du moins sa dimension déchristianisante ou déchristianisatrice, je sais pas comment on le dit, puisqu'on a eu la confiscation des biens du clergé, on a eu la constitution civile du clergé, on a eu la persécution des prêtres également réfractaires, la transformation au fil du temps d'églises en temples civiques, le culte de la raison, la modification du calendrier, des violences contre les religieux et surtout la guerre de Vendée avec les Vendéens qui témoignent d'un conflit profond entre deux formes de souveraineté. Et donc la Révolution n'a pas seulement voulu réformer l'ordre politique, elle a voulu refonder en fait l'homme français. Elle a cherché à substituer à la communauté chrétienne la communauté des citoyens avec un calendrier, ou du moins on est passé du calendrier liturgique
qu'au calendrier révolutionnaire. On est passé de la morale chrétienne à la morale civique. On est passé de l'autorité de l'Église à celle de la nation et enfin celle de la République. Et donc dans cette perspective, finalement, l'État moderne, il supprime pas le religieux. Il récupère la structure. Et il conserve les rites, les cérémonies, les martyrs, les textes sacrés, les lieux de vénération même. Et puis quelque part les hérésies et les excommunications, ils changent uniquement le contenu, c'est-à-dire que la République finalement devient une religion politique. Elle a ses temples, qui sont les mairies, les écoles, les assemblées, les préfectures. Elle a également ses propres prêtres, avec les élus, les hauts fonctionnaires, toutes sortes d'experts. On peut mettre dedans également, les enseignants publics, les magistrats. Elle a également son propre catéchisme, avec l'instruction civique, les valeurs républicaines, une morale laïque, et puis elle a ses péchés également, atteinte aux valeurs, propos haineux, trouble ce qu'ils appellent à l'ordre public, déviation idéologique, et puis elle a ses propres rites également, avec des minutes de silence, des panthéonisations, des cérémonies officielles, des commémorations nationales, et c'est ici qu'il faut évoquer également, pour ne pas que j'oublie, la franc-maçonnerie. Alors il ne s'agit pas de tomber dans une lecture simpliste, encore une fois, où une seule organisation, de manière unique, dirigerait mécaniquement l'histoire dans l'ombre. Ce serait encore intellectuellement faible, et il est difficile en même temps de nier que certains milieux maçonniques, notamment dans la tradition républicaine française, ont joué tout de même un rôle important dans la diffusion de cet anti-cléricalisme politique, notamment sous la Troisième République, dans la construction de l'école publique d'ailleurs, mais aussi de la morale laïque et dans la volonté finalement de réduire l'influence au sein de l'Église. Et donc le point essentiel dans cette lecture ANCAP, c'est pas que les individus sont anticléricaux quelque part, puisque dans une société dite libre, chacun peut critiquer l'Église, la quitter, la combattre intellectuellement, ou même fonder d'autres institutions, ou financer d'autres écoles, écrire des livres contre elles, même promouvoir d'autres visions du monde, il n'y a aucun problème. Le problème, en revanche, il commence quand cette hostilité devient politique publique. Lorsque finalement l'anticléricalisme utilise l'État, il cesse d'être une simple opinion et devient une contrainte, puisque la différence est fondamentale. Une idée anticléricale défendu librement sur le marché des idées, ça reste une opinion. Chacun pense ce qu'il veut. Ça reste du personnel. En revanche, une idée anticléricale qui est imposée par l'école obligatoire, qui est imposée par la fiscalité, qui est imposée par la propriété publique, la réglementation et même la police, finalement, ça devient un programme de dépossession, et plus une opinion. Et c'est ça, finalement, la matrice française, c'est que l'anticatholicisme n'est pas seulement culturel, il a souvent été, institutionnel. Et il est important pour continuer également de parler de la loi de 1905, puisqu'elle est généralement présentée, cette loi, comme l'acte de séparation entre les églises et l'État. Et donc dans le récit officiel, elle garantirait, cette loi, la liberté de conscience et la neutralité de la puissance publique. Mais finalement, quand on y réfléchit bien dans tout ça, cette présentation devient quand même assez insuffisante quand on étudie tous les effets matériels, puisqu'on se rend compte finalement que cette séparation entre les églises et l'État, finalement, c'est quelque part... non pas les églises qui se sont séparées de l'État, dans le sens où les églises... on fait sécession de l'État, mais plutôt l'inverse, plutôt l'État qui s'est, séparé de l'Église en réappropriant son pouvoir clérical. C'est-à-dire que si on parle d'une véritable séparation, donc j'en parle évidemment dans cette idée de sécession, dans une logique de propriété privée et même de liberté d'association, ça aurait signifié tout simplement que l'État se retire réellement du religieux. Or, il ne s'est pas retiré du religieux, il est devenu une religion lui-même. Il a remplacé l'Église, c'est tout. Et donc, ces communautés auraient pu posséder leur lieu,
organiser leur propre culte, financer leurs bâtiments, fixer leurs règles internes et assumer leurs responsabilités dans les fidèles. Alors c'est pas du tout la situation. La situation française est extrêmement ambiguë là-dessus, puisque les édifices affectés au culte avant 1905 et les meubles d'ailleurs qui en faisaient partie, qui garnissaient ces édifices, ont dans les conditions prévues par la loi été attribués aux communes en fait lorsqu'ils n'ont pas été restitués ou revendiqués dans les délais. On a d'ailleurs France Archives qui résume cette situation en indiquant que les édifices cultuels construits avant 1905 d'ailleurs deviennent les propriétés des communes tandis que les cathédrales relèvent de l'État. Voilà. Donc ça signifie qu'une grande partie finalement du patrimoine cultuel catholique se trouve dans une situation comment dirais-je, hybride, puisque l'Église est affectée au culte, mais elle appartient souvent à une commune. Donc le fidèle, lui, il voit quoi dans l'Église? Il voit un sanctuaire, et le maire, il voit un bâtiment public. Le prêtre, il voit un lieu de sacrement, l'administration, lui, il voit un patrimoine. Et le programmateur culturel, lui, il y voit un espace spectaculaire dans le sens du spectacle. Et donc ces significations ne sont pas simplement différentes, elles peuvent devenir à terme contradictoires. Et elles deviennent contradictoires par essence, puisque le problème est institutionnel. C'est-à-dire que dès lors que l'État ou la commune possède les murs, le sacré devient dépendant d'un pouvoir qui ne reconnaît pas nécessairement la nature, quoi. C'est-à-dire que la profanation n'est pas seulement le fait d'individus provocateurs, c'est parfois la conséquence logique d'une dépossession préalable. Et donc, dans une société libre, si une communauté catholique possède son église, elle décide souverainement de ce qui s'y tient. Elle peut accueillir un concert de musique sacrée ou refuser une performance profane. Elle peut exclure ce qui détourne le lieu de sa finalité et assumer les conséquences de ses choix. Et donc, dans le modèle français, l'Église devient un espace de conflit finalement entre, d'un côté, l'affection cultuelle, de l'autre, la propriété publique, et en même temps, avec un mélange de décisions municipales, d'autorisations administratives et de stratégies culturelles. Et donc l'État prétend donc avoir séparé l'Église et le politique, mais finalement non, puisqu'il conserve une emprise matérielle sur les lieux mêmes finalement où l'Église célèbre son culte. Et donc on a une contradiction qui est majeure, puisque la République dit à l'Église, finalement je ne suis plus lié à toi, mais je garde tes pierres. Et donc elle prétend neutraliser le religieux, mais elle administre ces bâtiments. Donc elle dit également respecter la liberté de culte, mais elle place le culte dans un cadre matériel dont elle demeure finalement largement maîtresse. Et donc pour un ANCAP, pour un anarcho-capitaliste, c'est le cœur du sujet, puisque le conflit actuel ne vient pas seulement de la décadence culturelle ou de la provocation artistique, comme il est dit dans les médias, ou même de la part de certains catholiques. Ça vient du fait que la propriété a été déplacée. Et lorsque la propriété est déplacée, le pouvoir de décision l'est aussi de facto. Et donc justement, cette laïcité française se présente comme un principe de neutralité, c'est-à-dire que l'État ne devrait favoriser aucun culte, ne reconnaître aucune religion officielle et garantir à chacun la liberté de croire ou ne pas croire. Et donc cette définition abstraite paraît équilibrée, mais dans la pratique, la laïcité est appliquée par des acteurs politiques, administratifs, judiciaires, médiatiques, et puis par définition, ils sont jamais neutres. Ils ont des préférences idéologiques, ça va de soi, des clientèles électorales, des peurs, des réseaux, des causes protégées, des causes méprisées. Et donc l'erreur, finalement, mentale, consiste à croire que l'État peut être neutre. Mais réfléchissez 2 secondes, l'État n'est pas un arbitre extérieur à la société, c'est un acteur de la société qui est en plus doté de monopole de contraintes. Donc c'est lui qui décide, qui sélectionne, qui sanctionne, qui finance, qui autorise, qui interdit. Et donc sa neutralité proclamée ne supprime pas ses intérêts réels. On peut le voir d'ailleurs dans un exemple assez récent également d'Ivry-sur-Seine qui illustre finalement cette tension, puisque on a un élu RN d'Ivry-sur-Seine qui a sorti un crucifix en plein conseil municipal et a récité un Je vous salue Marie pour protester contre le rejet d'un amendement au règlement intérieur lié à la laïcité. C'est-à-dire que cet élu a voulu mettre en place un amendement qui parle vraiment de laïcité et ça n'a même pas été voté, c'est-à-dire que ça a été rejeté. Et dans le même temps, quand le maire et les conseils municipaux rejettent cet amendement, il y a une des élus qui est voilée. Et donc il dit très clairement au maire, dans ce cas-là, vous n'êtes pas pour la laïcité, et si cette dame peut être là, voilée, et montrer sa religion à tout le monde, dans ce cas-là, je sors un crucifix et je chante un Je vous salue Marie. Et le maire a suspendu la séance en hurlant, maire communiste, je le rappelle, et l'incident a déclenché
déclencher une forte réaction politique. Donc, il y a une forme d'asymétrie quelque part, puisque lorsqu'un signe catholique surgit dans l'espace politique, il est très vite interprété finalement comme une agression contre la République. Ce maire communiste a quand même dit que cet acte était un crime politique. Donc le catholicisme visible devient immédiatement suspect. Il est perçu comme un retour du cléricalisme, une provocation identitaire, un geste réactionnaire, une atteinte à la laïcité, dans leur tête, évidemment. Or, cette même sévérité, quelque part, ne s'applique pas toujours avec la même intensité à d'autres formes de visibilité religieuse ou communautaire. C'est-à-dire que selon les contextes, certains signes sont interprétés sous l'angle de la diversité, de l'inclusion, de la représentation, et d'autres sont considérés comme des menaces contre l'ordre républicain. Et donc cette différence de traitement, finalement, nourrit l'impression d'une laïcité à double standard. Et donc l'analyse ANCAP permet d'aller plus loin. C'est dire que le problème n'est pas seulement que l'État applique mal la laïcité, le problème c'est que l'État ne peut pas produire par définition une neutralité authentique parce qu'il transforme toute question sociale en conflit politique. Et donc dans une société fondée sur la propriété privée, eh bien, c'est tout simplement chaque institution qui fixe ses règles. Une église fixe ses règles, une école fixe ses propres règles, une reprise fixe ses propres règles, une association pareil, un club aussi, une université fixe ses règles, un média, un lieu de travail fixe ses règles. C'est pas un truc centralisé, c'est chacun fixe ses propres règles. Et donc les conflits se règlent, on le sait, par le contrat, par le retrait, par la concurrence et l'association volontaire. Donc dans le modèle étatique, tout, malheureusement, doit passer par une règle publique commune imposée à tous, interprétée par le pouvoir et donc nécessairement politisée. Et donc la laïcité française devient alors moins un principe de paix civile qu'un instrument de centralisation. Elle ne supprime pas les conflits religieux, mais les administre. Et puis elle libère pas les consciences, mais elle les place sous arbitrage public. Et donc elle fait pas disparaître le sacré, elle donne à l'État le pouvoir de décider quel sacré est tolérable, finalement. Et dans ce scandale, il y a également d'autres choses à dire, comme la culture subventionnée, puisque le scandale, finalement, de certaines provocations anticatholiques ne réside pas uniquement dans leur contenu. Il réside également dans le mode de financement et la légitimation. Dans une société libre, un artiste peut évidemment provoquer, il peut choquer, blasphémer, critiquer une religion ou même détourner les symboles s'il le veut, mais il doit alors convaincre des financeurs privés, des spectateurs volontaires et des propriétaires consentants. Ceux qui n'apprécient pas n'ont pas à payer, c'est-à-dire que la subvention publique modifie complètement la nature même du problème, puisque lorsque la culture est financée par l'argent public, quelque part le contribuable il est forcé de soutenir des expressions qu'il peut juger hostiles à ses propres valeurs, et donc le catholique qui paye des impôts, il peut se retrouver contraint de financer finalement directement ou indirectement une politique culturelle qui ridiculise les symboles de sa propre foi. Donc c'est plus de la liberté artistique, c'est de la redistribution idéologique, et la subvention détruit la responsabilité, puisque finalement l'artiste n'a plus besoin de convaincre un public réel, il doit seulement séduire une commission, une mairie, un réseau culturel ou un ministère. Et donc la logique n'est plus celle de l'échange volontaire, mais celle de l'allocation politique. Donc l'argent public permet à une minorité culturelle de se présenter comme avant-garde du peuple, sans jamais en plus obtenir le consentement du peuple. Et donc cette remarque finalement vaut même au-delà du catholicisme, elle vaut pour tout système culturel subventionné. Et donc elle est particulièrement visible dans le cas anticatholique, parce que la provocation vise souvent une tradition qu'a façonné le pays, tout en étant financée en plus par des institutions qui prétendent incarner l'intérêt général, entre guillemets. Et donc l'art authentiquement libre assume son risque. L'art subventionné externalise son risque sur le contribuable. Et donc il se donne l'apparence de la transgression tout en étant protégé par l'appareil public. Et ça crée encore une fois une situation paradoxale, puisque la transgression devient officielle, elle est administrée, programmée, budgétisée, sécurisée, même défendue par des élus. Et donc dans ce cadre, la provocation anticatholique devient une transgression à faible coût, puisqu'elle donne au milieu culturel le sentiment d'être audacieux. Mais
et en plus sans affronter un véritable danger social en plus, parce que ils attaquent une religion dont les fidèles réagissent généralement par la prière, la pétition, la tribune ou le rassemblement pacifique ou même le recours juridique. C'est pas des gens qui vont se taper dans la rue. Donc il est beaucoup plus facile de blasphémer face aux catholiques que de provoquer d'autres groupes communautaires ou religieux dont la réaction politique, médiatique ou même sociale serait immédiatement plus coûteuse. Et donc c'est pourquoi la question du double standard est absolument essentielle, puisqu'une société cohérente ne peut pas sacraliser certaines sensibilités et exiger d'un côté que les catholiques qu'ils considèrent finalement leur propre humiliation comme une preuve d'ouverture culturelle. Et en plus de tout ça, on peut parler évidemment de monopole de sécurité et de faillite de la protection en parlant de la police et de la justice, puisque l'État justifie son existence par la sécurité. C'est-à-dire qu'il lève l'impôt au nom de la protection. Et il monopolise la justice et la police. Et donc finalement, il interdit aux citoyens de se défendre pleinement eux-mêmes. Et il affirme que l'ordre public ne peut être garanti que par lui. Mais quand on regarde bien, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que l'observation concrète pourtant montre souvent un contraste assez troublant, c'est-à-dire que l'État est extrêmement efficace pour contrôler les citoyens ordinaires, mais beaucoup plus lent, lourd, impuissant lorsqu'il faut et il s'agit de neutraliser les individus réellement dangereux. Donc il sait évidemment verbaliser, contrôler les infractions administratives, encadrer les manifestations, on l'a vu avec les agriculteurs ou encore les automobilistes, il peut sanctionner les petits entrepreneurs, les restaurateurs, le contribuable, les opposants politiques, et il sait mobiliser la police en plus pour ça. C'est-à-dire que lorsqu'un trouble symbolique dérange le pouvoir. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit de protéger réellement les personnes vulnérables, les failles deviennent visibles. On l'a vu récemment là aussi, dans l'actualité avec l'affaire Liana, qui l'a tragiquement montré. C'est-à-dire qu'on a cette mort de cet enfant de 11 ans qui est déclenchée et qui a déclenché plutôt une crise politique et judiciaire majeure. Le suspect déjà avait été accusé dans d'autres affaires sur mineurs en 2025. Il n'a pas été entendu avant la disparition de la petite. Et le gouvernement a reconnu une défaillance systémique. Le ministère de la Justice a annoncé une revue de dizaines de milliers de dossiers de violence contre mineurs. Et Le Monde a également documenté l'existence d'alertes, de plaintes et de procédures antérieures entourant le suspect, ainsi que le dysfonctionnement donc de l'institution qui ont permis qu'il demeure libre jusque-là. Mais encore une fois, même chose, le point profond là-dedans, ça révèle que finalement, les priorités structurelles de l'État. Il est souvent plus compétent pour administrer, surveiller et sanctionner les comportements ordinaires que pour assurer effectivement la sécurité fondamentale des personnes. Et donc pour un anarchape comme moi, se rendre compte de ça, c'est pas une anomalie, c'est une conséquence du monopole, puisque un monopole public ne perd pas ses clients lorsqu'il échoue. On est tous abonnés, on est tous obligés d'y adhérer au travers de l'impôt et de la coercition. Et puis il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas de concurrence. Donc ce qui veut dire que lorsqu'une police ou une justice privés, donc dans l'autre sens, échouent gravement, là les clients peuvent partir, les assureurs peuvent sanctionner, les contrats peuvent être rompus, et surtout la réputation peut s'effondrer. Or là, lorsqu'un monopole public échoue, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande généralement plus de budget, donc plus d'impôts, plus de pouvoir, plus de lois, plus de contrôle, plus de fichiers. Donc la faillite de l'État sécuritaire n'aboutit donc pas à une remise en cause de cet échec. Elle aboutit à l'extension encore plus grand, finalement. Et c'est l'un des grands paradoxes du système politique moderne, c'est que quand l'État échoue, il utilise son échec comme argument pour grandir. Mais il n'y a pas que ça non plus, il y a aussi cette forme de soumission de l'Église, puisque l'Église, institutionnelle, porte aussi une responsabilité dans sa propre soumission et fragilisation. Alors évidemment, je distingue ici la foi catholique, les fidèles ordinaires et la tradition spirituelle et l'appareil, institutionnel contemporain. C'est pas le catholicisme comme doctrine qui est remis en cause, mais plutôt une certaine manière institutionnelle de se soumettre au langage du monde moderne. C'est-à-dire qu'on a une partie de l'Église qui a progressivement accepté de penser selon les catégories de son propre affaiblissement. C'est-à-dire on parle de dialogue, d'ouverture, de vivre ensemble, de patrimoine partagé, de médiation culturelle. Et ces notions sont pas toujours mauvaises en elles-mêmes, mais lorsqu'elles remplacent finalement le langage du sacré, elles transforment l'Église en un acteur associatif parmi tant d'autres. Et la dépendance matérielle aggrave ce phénomène. Une Église
qui dépend des communes pour ses murs, va évidemment hésiter à affronter frontalement les communes. Une église qui dépend de bonnes relations institutionnelles finit par intégrer les contraintes même de ces relations. Une église qui veut conserver sa respectabilité médiatique évite de parler trop fortement. Une église qui craint d'être associée à l'extrême droite ou, j'en sais rien moi, au traditionnalisme radical, finit par abandonner des positions élémentaires de défense du sacré. Et donc il existe une forme de clergé quelque part fonctionnalisé, non pas au sens juridique strict, mais au sens mental, c'est-à-dire des responsables religieux qui peuvent finir par penser comme des gestionnaires, des diplomates locaux, des communicants et même des administrateurs patrimoniaux quelque part. Et donc le diocèse a fini par devenir une structure de com, quoi. C'est de la communication. Le prêtre, lui devient un animateur territorial et l'évêque, un équilibriste institutionnel. Et il y a un effet désastreux sur cette évolution, puisque lorsque les fidèles attendent une parole claire, finalement, ils reçoivent une prudence parfois administrative. Lorsque le sacré est menacé, on leur parle de dialogue. Lorsque l'église est utilisée comme décor culturel, comme c'est le cas, on leur explique que c'est peut-être une occasion de rencontre avec l'autre. Et lorsque la foi est tournée en dérision, on les invite à ne pas se crisper. Et donc cette soumission, elle n'est pas seulement morale, elle est même institutionnelle. Et celui qui dépend d'un pouvoir pour ses murs, ses autorisations, sa tranquillité locale et son image publique, il parle rarement librement contre ce pouvoir. Et c'est là qu'il est important également de parler de Vatican II, puisque la Constitution Sacrosanctum Concilium, par exemple, a autorisé une place à la langue du pays dans la liturgie, notamment au travers des lectures et certaines parties de la messe, mais elle rappelle aussi que les fidèles doivent pouvoir dire ou chanter en latin les parties de l'ordinaire qui leur reviennent. Et autrement dit, le texte conciliaire n'impliquait pas nécessairement l'abandon complet de la solennité, du latin ou du sens du sacré. Mais justement, cet après-concile a souvent été vécu dans de nombreux contextes occidentaux comme finalement une autorisation générale de modernisation, de se moderniser, et puis une forme de banalisation, puisqu'à partir des années 60-70, il y a une grande partie du catholicisme qui a cherché à devenir plus accessible, plus convivial, plus social, plus proche du monde, quitte à à devenir plus protestant quelque part. On a vu des prêtres dans les années 60-70, des prêtres un peu hippies commencer à jouer de la guitare comme si c'était un camp scout au milieu du feu dans la forêt. Donc les intentions étaient même parfois pastorales en fait. C'est le mot que je cherchais, et les effets ont souvent été ambigus. Donc on a le latin qui a reculé, on a la solennité qui s'est affaiblie, et le silence a été remplacé par l'animation. Le chant sacré a été remplacé par la chanson paroissiale, le mystère par la pédagogie, la figure du prêtre s'est transformée en figure d'accompagnateur social ou d'animateur communautaire. Et donc d'un point de vue incap, on peut formuler ça ainsi, c'est-à-dire que l'Église a abandonné son avantage comparatif spirituel, et en fait elle possédait quelque chose que l'État, le marché culturel, l'école publique, la psychologie, le divertissement ne pouvaient pas produire, c'est-à-dire le sacré, le rite, la transcendance, la doctrine, une forme de beauté liturgique quelque part. Et donc en voulant concurrencer le monde sur le terrain du monde, elle s'est affaiblie, car le monde sera toujours meilleur qu'elle pour produire du divertissement, de la convivialité spirituelle, du discours social, et surtout s'adapter aux modes. Et donc l'Église n'a pas vocation à être une version plus gentille d'une association culturelle quelque part. Et elle a vocation à offrir ce que le monde ne peut pas donner. Et c'est pourquoi le retour actuel de certains jeunes vers le catholicisme se fait souvent non par la modernisation, mais par la redécouverte du rite, du silence, de la confession et de la messe, ou même de la doctrine quelque part. Et donc quelque part, ces jeunes ne cherchent pas une église qui ressemble au monde, ils cherchent précisément une église qui ne lui ressemble pas. Et même chose en ce qui concerne ces églises qui ont subi pas mal de dommages. Par exemple, on
on remarque avec Notre-Dame de Paris, il y a plusieurs hypothèses qui ont publiquement été évoquées, notamment portées sur un accident lié à un circuit court ou imprudence liée à un mégot, sans finalement qu'une certitude publique absolue ait clos le débat pendant plusieurs années. Et puis, comment dirais-je, on a des chiffres d'ailleurs disponibles qui montrent que les incendies d'église existent et qu'une partie d'entre eux est grandement criminelle. On a un exposé de motifs au Sénat s'appuyant sur l'Observatoire du patrimoine religieux qui indiquait qu'en 2023, sur 27 départs de feu dans les églises, 8 étaient d'origine criminelle et 19 accidentelles. Et pour les 9 premiers du mois de 2024, sur 26 incendies déclarés, 14 étaient d'origine criminelle. Donc on a une recrudescence évidemment d'actes criminels liés à des incendies donc de lieux de culte, mais on a en plus de tout ça des fragilités qui peuvent prendre plusieurs formes. On a des actes criminels, des abandons, des manques d'entretien, des indifférences culturelles, des sacralisations, vandalisme, vol, des profanations, des usages profanes des lieux. Et Notre-Dame illustre parfaitement l'ambiguïté française, c'est-à-dire que la France entière a pleuré la cathédrale qui brûle, mais qu'est-ce qu'elle pleurait finalement? Un monument, un chef-d'œuvre gothique, un symbole touristique, un élément du patrimoine mondial ou un sanctuaire catholique? Parce que l'émotion, bon, elle fut réelle, mais souvent plus patrimoniale que davantage religieuse finalement. Et ça peut être un problème, puisque la France veut restaurer les pierres, mais elle hésite à restaurer le sens de ces pierres. Et désormais, évidemment, on peut parler également d'un autre sujet sensible avec rigueur. Comment dirais-je, on peut, et puis il est légitime d'analyser évidemment le sionisme comme une idéologie politique moderne liée à un État, avec des réseaux d'influence, une mémoire protégée, des relais diplomatiques, médiatiques et là aussi institutionnels. Mais de toute façon, il faut savoir que l'anarcho-capitalisme se méfie finalement de toutes les idéologies d'État, qu'elles soient républicaines, nationalistes, sionistes, impériales, socialistes. Donc le problème n'est pas l'existence même de ce sionisme. Le problème, c'est la manière dont certaines causes bénéficient d'une protection institutionnelle maximale, tandis que d'autres traditions, notamment catholiques, semblent laisser à la dérision publique. Il y a un deux poids, deux mesures. Et donc la question centrale, c'est justement la hiérarchie des indignations. C'est-à-dire que pourquoi certaines offenses religieuses ou mémorielles déclenchent-elles immédiatement une réaction politique, judiciaire et même médiatique massive, tandis que les offenses anticatholiques, finalement, ont l'air d'être souvent minimisées au nom de l'art, de l'humour, de la modernité ou de la liberté d'expression. Donc une société libre devrait appliquer la même règle à tous, finalement, protection contre la violence, tout en ayant une forme de liberté de critique, évidemment, mais avec tout de même l'absence de privilèges politiques dans cette hiérarchie finalement des sensibilités, puisque le système étatique tente toujours à produire des clientèles protégées. Certaines mémoires deviennent quasi officielles, certaines causes deviennent intouchables, et certains groupes disposent d'une capacité supérieure à déclencher l'intervention du pouvoir. Et donc pour un ANCAP, cette situation finalement n'est pas un accident, puisque dès lors que l'État devient l'arbitre des sensibilités, il crée nécessairement une compétition politique entre groupes. Donc chacun, finalement, quelque part, cherche à obtenir la reconnaissance, la protection, la subvention, la pénalisation de l'offense et la visibilité officielle, et la société se transforme alors en une forme de marché politique de la victimisation, non pas parce que les souffrances seraient toujours inventées, mais parce que l'État distribue les avantages symboliques et juridiques justement à ceux qui parviennent à se faire reconnaître comme groupe protégé. Et paradoxalement, le catholicisme est trop ancien et trop majoritaire historiquement, et surtout trop associé à la France profonde et ancienne pour bénéficier de ce statut de minorité protégée. Et donc il est assez faible politiquement pour être attaqué, mais quand même assez puissant symboliquement, justement, encore une fois, pour que son attaque produise encore des scandales, puisque si c'était pas puissant, personne n'en parlerait. Donc c'est cette combinaison finalement qui en fait une cible privilégiée. Et il serait encore plus faux, évidemment, dans ce podcast, de conclure à la disparition du catholicisme, puisque, encore une fois, la situation est assez paradoxale, puisque tandis que l'anticatholicisme
culturel se banalise un petit peu partout, on observe aussi un regain d'intérêt pour le catholicisme chez certains jeunes adultes, et des baptêmes, des pèlerinages, et même des attraits pour la messe traditionnelle, ou encore même la confession, etc., qui montrent que le besoin religieux n'a pas disparu, ce retour ne s'explique certainement pas par l'Église elle-même, ni sa modernisation quelque part, il s'explique souvent par la fatigue du monde moderne. La modernité tardive a produit un individu autonome en apparence, mais souvent isolé, déraciné, anxieux, et puis surtout saturé de divertissement, et donc quelque part ce catholicisme peut redevenir attractif, précisément parce qu'il offre ce que l'époque ne peut plus et ne produit plus, c'est-à-dire une liturgie, une forme de discipline, une profondeur historique, une réponse à la faute, une forme donnée à la mort, ou même une architecture du pardon. Et les jeunes, justement, qui reviennent vers le catholicisme, ils cherchent pas nécessairement une église plus moderne. Beaucoup cherchent au contraire une église plus catholique, en réalité, et limite même traditionnelle. Et donc ils cherchent pas un discours qui répète les valeurs de la République, sinon il n'y a pas besoin d'église. Et surtout, ils cherchent du développement personnel et de l'inclusion culturelle. Et donc ils cherchent une parole, finalement, qui assume sa différence. Et c'est peut-être la grande erreur de l'église institutionnelle contemporaine, c'est d'avoir cru que l'avenir se trouvait dans l'adaptation, alors qu'une partie du retour religieux vient précisément de la lassitude envers cette adaptation permanente. Et donc, ce catholicisme français contemporain ne peut pas être réduit uniquement à une succession d'incidents isolés. Et il s'inscrit dans une histoire longue, marquée par la concurrence entre l'Église et l'État pour la formation des consciences, par l'héritage anticlérical de la Révolution, par l'influence de certains milieux maçonniques dans la culture républicaine, par la loi de 1905 et la propriété publique de nombreux édifices religieux, par la montée finalement d'une culture subventionnée qui institutionnalise la transgression, par une laïcité asymétrique, mais aussi par la responsabilité propre d'une église trop souvent soumise, bureaucratisée et désacralisée. Et donc le prisme anarcho-capitaliste permet de clarifier le problème finalement, puisque le cœur du sujet, c'est pas seulement moral ou religieux, il est encore une fois institutionnel. C'est-à-dire que l'État possède, finance, autorise, réglemente, protège et réprime. Donc il transforme finalement les sanctuaires en équipements publics, la culture en instrument idéologique et la laïcité en arbitrage politique, ainsi que la sécurité en monopole et les communautés finalement en clientèle concurrente. Et donc une société libre ne supprimerait pas les conflits de valeurs, elle les rendrait moins explosifs parce qu'elle les retirerait autant que possible du monopole politique. Parce qu'il n'y aurait plus de monopole politique, tout simplement. Les lieux seraient possédés par ceux qui les font vivre, les cultures seraient financées par ceux qui les choisissent, les écoles seraient organisées par les familles et les communautés, les associations fixeraient leurs propres règles et les individus pourraient tout simplement se retirer, contracter, financer, même boycotter et voire même créer la concurrence et d'autres institutions. Et donc le drame français vient de ce que tout passe par l'État. Et lorsque tout passe par l'État, tout devient conflit de souveraineté. Et donc l'église Saint-Laurent n'est pas seulement un lieu donc de polémique, c'est le symbole d'une dépossession. C'est-à-dire ce fait montre ce qui arrive lorsque le sacré dépend du profane, lorsque la culture dépend de la subvention, lorsque la police dépend du pouvoir politique, lorsque l'église dépend des communes, lorsque la laïcité dépend d'acteurs qui ne sont pas neutres et lorsque l'État prétend être l'arbitre final du bien, du juste et du tolérable. Et donc la question, c'est même pas de savoir si la France doit redevenir officiellement catholique. Pour un type comme moi, anarcho-capitaliste, la réponse n'est pas dans une religion d'État, soit catholique ou autre. La réponse, c'est dans la liberté réelle, la liberté de propriété, la liberté d'association, la liberté scolaire, religieuse, la liberté de financement, de retrait, de construire des institutions hors du monopole politique, la sécession, finalement, la sécession. Et le catholicisme
français n'a pas besoin d'être administré par l'État, il a besoin justement d'être libéré de l'État. Et si la France veut préserver ce qui reste de son héritage chrétien, elle devra comprendre que l'on ne sauve pas le sacré en le plaçant sous tutelle publique. Et on ne protège pas les églises en les transformant en équipements municipaux, et surtout on ne restaure pas une civilisation en restaurant seulement les façades. Donc il faut rendre aux communautés la maîtrise de leurs lieux, aux fidèles la défense de leur culte, aux familles la transmission de leur foi, et surtout à la société la liberté de s'organiser sans attendre l'autorisation permanente du pouvoir. Car le catholicisme ne mourra pas d'avoir des ennemis, hein. Il mourra uniquement s'il accepte d'être réduit à un patrimoine sous administration, à une mémoire tolérée, à un décor culturel et une sensibilité que l'État accepte tant qu'elle ne conteste jamais son monopole. Et donc le véritable enjeu, il est pas seulement religieux, c'est du politique au sens le plus profond, c'est-à-dire qui possède, qui finance, qui décide, qui protège, qui juge et qui transmet. Et tant que la réponse sera l'État, le sacré restera sous tutelle. Voilà, c'est tout. Je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Je pense que tout a été dit. Mais c'est vrai que oui, tant que l'État monopolisera tout ce qu'il peut monopoliser, dans le cas de cette Église, encore une fois, tant que la réponse sera l'État, je le rappelle, la sécurité, le sacré, restera encore une fois sous tutelle. Voilà. Donc réfléchissez-y vraiment énormément à tout ce que vous avez pu entendre dans ce podcast. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord, ce que vous aurez peut-être vous-même rajouté. Je suis prêt à tout écouter et débattre avec vous. Cette chaîne est faite pour ça. J'espère que ce podcast, évidemment, vous aura davantage ouvert, ou du moins ouvert des perceptions, et vous aura plu. Nous, évidemment, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée.